Goedemiddag aan iedereen. Als secretaris. Bonjour à toutes et à tous. En tant que secrétaire général de Synergit, j'ai le plaisir de vous accueillir à ce troisième webinaire organisé dans le cadre du développement durable. Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y a une traduction simultanée. Vous pouvez pousser sur le petit casque qui se trouve à droite en bas de votre écran pour écouter la traduction vers le néerlandais. Traduction, appuyez sur le symbole casque qui se trouve en bas à droite de votre écran pour une traduction vers le français. Synergit is a Synergit est la fédération des gestionnaires de réseaux belges pour l'électricité et le gaz. Le 27 janvier, Synergit a reçu Madame Zakia Katabi, ministre fédérale du Climat, de l'Environnement et du Développement durable, et nous avons reçu le titre de SDG Voice 2021. Nous avons donc quelques obligations, notamment faire connaître les objectifs de développement durable et veiller à ce que l'énergie soit durable, soit plus accessible. Ça, c'est la mission principale. Ensemble, nous travaillons à une transition vers une énergie plus durable, plus verte. Et nous sommes prêts aussi pour donner forme au monde énergétique de demain, un monde dans lequel tout le monde pourra participer à la transition énergétique et un monde dans lequel personne n'est oublié. Dans le cadre de cette mission, nous organisons un certain nombre de webinaires. Et pour notre webinaire d'aujourd'hui, nous avons choisi comme thème la mobilité et le rôle des gestionnaires de réseau dans ce domaine. La réalisation de nos objectifs climatiques. Et le gouvernement belge a d'ailleurs récemment encore décidé de favoriser le verdissement de la flotte de véhicules de société par la prise de mesures fiscales qui favorisent les véhicules électriques. Afin de discuter du sujet de la mobilité, nous avons invité plusieurs orateurs, des représentants du secteur, les régulateurs du secteur, mais aussi un acteur hors secteur, dont la vision et sur les enjeux de la mobilité sont importants pour nous. Donc, je vais d'abord passer la parole à Monsieur Philippe Denay. Ensuite, je passerai la parole à Monsieur Van Kranenbroek, qui s'exprimera au nom de la Forbec. La Forbec est l'association des régulateurs belges. Les gestionnaires de réseau sont en effet des acteurs régulés et les régulateurs sont amenés à se prononcer, notamment sur les plans d'investissement, les tarifs et aussi les règlements techniques qui devront être adaptés dans le cadre de cette nouvelle mobilité. Et ensuite, je m'entretiendrai avec les représentants du secteur, puisque les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport belges prennent leurs responsabilités en matière de développement de mobilité à basse émission. Et comme Synergit, nous sommes persuadés que tant le développement des véhicules électriques que l'utilisation du CNG, bio-CNG, LNG et à terme de l'hydrogène ont un rôle central à jouer dans cette nouvelle mobilité. J'aurai l'occasion de m'entretenir avec Frank van Brabant, qui est CEO de Fluvius, qui est le gestionnaire de réseau de distribution en Flandre, et aussi avec David Van Gulik, qui est président de notre commission Low Emission Mobility en Synergit. Mais sans plus attendre, je vous propose d'entamer la discussion avec mes invités. Et je vais d'abord passer la parole à Monsieur Philippe Denay. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à tous d'être présents à ce webinaire. Une mobilité à basse émission pourra se concrétiser en combinaison de 3 leviers principaux. 1, la réduction de la demande de transport, autant passagers que marchandises. 2, un transfert modal entre les différents modes moins polluants de transport, avec la marche active, le vélo et autres. Et troisièmement, un basculement vers des énergies moins émettrices ou pas émettrices de CO2. On parle de l'électricité, de l'hydrogène, comme vous l'avez fait dans votre introduction. La part relative et donc le rôle joué par chaque levier va dépendre des décisions, choix politiques, mais aussi de l'horizon de temps dans lequel on se projette. Ainsi, une réduction de la demande de transport induite par des changements de comportement et par une réflexion et l'accompagnement de l'aménagement du territoire mettra plus de temps à se concrétiser que l'introduction progressive de motorisation à faible ou à basse émission.
Autre exemple, des technologies ou énergies transitoires plus faibles en carbone que l'essence ou le diesel, le gaz naturel par exemple, peuvent se développer à moyen terme, 2030, puis céder progressivement le pas à des énergies plus non carbonées comme l'hydrogène, au fur et à mesure que l'objectif de décarbonisation de l'économie se rapproche. Dans la suite de mon intervention, je me focaliserai sur le troisième levier, à savoir les motorisations et les formes d'énergie pour le transport de demain. J'évoquerai également les pistes qui sont privilégiées dans le plan fédéral de développement durable, une première depuis plus de 10 ans, c'est à souligner déjà. Pour la seule existence du plan est déjà positive pour transformer notre mobilité, et je vous proposerai un échange, un éclairage en lien avec le principe Leave No One Behind. Comme on dit demain, quand on dit demain, il faut distinguer les perspectives de moyen terme, c'est 2030. Il faut prendre des politiques maintenant et espérer qu'elles aient des impacts plus tôt, ce sera difficile. Et des perspectives à long terme, c'est-à-dire 2050, comme nous sommes engagés à décarboner complètement notre économie. À la demande des organisateurs du séminaire, je me limiterai à la première période, c'est-à-dire 2030. Mais il faut toujours tenir à l'esprit 2050 parce que les interactions sont dynamiques. Alors, quelques messages. Le premier élément que je souhaiterais partager avec vous sont tous issus du plan national belge énergie-climat, le PNEC, qui était déposé en fin 2019 et qui prévoyait, lui, une émission des gaz à effet de serre de 40%. Alors vous allez me dire, c'est déjà dépassé par les décisions du gouvernement, mais ça permet déjà d'avoir une idée de ce qui se prépare. Bien sûr, ce PNEC devra être actualisé. Le PNEC de 2019 présente des perspectives d'évolution de la consommation énergétique et des transports et du mix énergétique à l'horizon 2030, compatibles avec des politiques et des mesures envisagées par les différentes entités. Outre une réduction de la consommation énergétique totale des transports, moins 16% à l'horizon 2030, les perspectives montrent une diminution au recours au carburant traditionnels que sont l'essence, le diesel ou le LPG. Il y a à l'inverse une augmentation du recours au gaz naturel et à l'électricité. L'augmentation du recours au gaz naturel concerne surtout la consommation de LNG pour le transport de marchandises et dans une moindre mesure du CNG pour le transport par voiture privée. L'électrification du transport est aussi présente dans ce scénario, le WAM, et ce scénario projette une consommation électrique de l'ordre de 3,4 TWh en 2030 pour le parc de voitures électriques. C'est une progression significative, plus fois 3,6 par rapport à 2019. La consommation finale totale d'électricité en 2030 devrait avoisiner les 90 TWh. Cela correspond à un parc de voitures électriques ou électrifiées de 1 à 1,5 million de véhicules par rapport à une flotte totale de 6 millions en Belgique. Évidemment, ce chiffre dépend d'un certain nombre d'hypothèses concernant les batteries, concernant le comportement des gens, mais ça donne un ordre de grandeur qui peut aider nos intervenants à se projeter et à faire leur plan d'investissement. Comme on le voit dans le PNEC, l'électrification du transport, surtout dans le transport privé de personnes, est une piste privilégiée dans notre pays. Ce constat est confirmé par les mesures du plan de reprise et de résilience qui était déposé il y a quelques mois par les gouvernements belges, dont plusieurs concernent l'électrification du transport. Dans ce contexte, le BFP était amené à réaliser une évaluation du principe du non-significant harm aux mesures relatives, mais pas seulement à l'électrification du transport. C'était concernant tout le plan. Cette évaluation n'est guère utile dans cette perspective parce que l'électrification, par définition, était positive pour l'environnement. À long terme, il y a certainement des réflexions à avoir sur l'adéquation entre la capacité de production d'électricité et les demandes croissantes, et tant dans le domaine du transport que dans les autres secteurs. Le service climat du SPF Santé publique a maîtrisé des scénarios neutral climat à l'horizon 2050, et ces scénarios envisagent une évolution des déplacements en voiture, une stabilisation de ce transport ou une diminution de 50%.
On pourrait continuer longtemps les critères, mais il y a surtout celui de la pauvreté et de la répartition entre les revenus entre les régions et entre les déciles. Mais je suppose qu'on pourrait y revenir dans la suite du séminaire. Merci beaucoup pour votre intervention. Meneer Van Kranenbroek. Monsieur Van Kranenbroek, vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, je remercie Synergit de nous avoir invités pour ce webinaire. Donc, la mobilité durable, effectivement, représente un énorme défi pour les régulateurs belges. Dans des communications précédentes de la commission, il a été mis en exergue qu'il faut effectivement réduire les émissions, surtout en zone urbaine. Donc, dans le préambule de la directive en matière du marché de l'électricité, on met en exergue le rôle important que joue la mobilité électrique. On voit effectivement que les autorités compétentes définissent des objectifs de plus en plus ambitieux, notamment en termes de voitures de société ou notamment en termes de motorisation. La directive comprend également ou reprend également des dispositions en matière de tâches de gestionnaire de système et en matière de missions de régulateurs. Ces dispositions ont été transposées entre-temps en règlements nationaux ou régionaux. Donc, je vais énumérer un certain nombre de ces tâches et je vais vous donner le point de vue des régulateurs énergétiques. Voyons d'abord les réseaux. Le développement d'un système de distribution ou de transmission doit être basé sur un plan de développement de réseau transparent qui doit être déposé auprès du régulateur. Et au préalable, donc avant la remise de ce plan, tous les gestionnaires doivent en consulter tous les consommateurs, les utilisateurs du système. Donc, ils doivent déposer un plan en contenu des réactions pour pouvoir échanger leurs opinions en la matière et pour pouvoir éventuellement aussi modifier les plans. Dans un tel plan de développement de réseau, on indique quels sont les plans d'investissement qui sont planifiés avec un accent sur l'infrastructure qui est nécessaire pour pouvoir notamment raccorder les points de chargement ou les bornes de chargement. Ensuite, on demande également d'avoir une idée de la flexibilité en matière électrique qui sera nécessaire. Il est très important d'impliquer tous les partenaires. Il faut tenir compte également des ambitions politiques, donc comme par exemple l'augmentation du nombre de panneaux solaires, de pompes à chaleur et de bornes de chargement. Donc, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra donc donner forme. Je vais me focaliser sur la mobilité électrique maintenant, mais pour la complétude, j'aimerais quand même vous dire aussi qu'à côté de ce défi-là, il y a également de plus en plus de stations donc de gaz qui sont donc connectées sur le réseau de distribution. Il y a de plus en plus de demandes aussi pour connecter des installations à base de biogaz. Mais donc, focalisons-nous sur la situation du réseau d'électricité et donc plus spécifiquement donc le réseau donc de 230 volts. Effectivement, dans l'Ouest, il y a encore une bonne partie du marché qui est organisé sur la base de ce principe-là. Donc, c'est une capacité intrinsèquement plus basse. Et donc, il faut aussi se connecter à un feeder, ce qui fait qu'il y a peu de capacité excédentaire. Donc, pour alimenter, par exemple, des pompes à chaleur, certains utilisateurs de réseau peuvent avoir besoin de 400 volts. La politique des gestionnaires de réseau ne part pas vraiment de l'élimination progressive de 230 volts, qui aurait des conséquences négatives pour tous les autres consommateurs, mais en fait, ils partent du principe d'une mise à disposition de 400 volts pour ceux qui en font la demande. À titre d'exemple, je peux vous dire que, par exemple, pour pouvoir mettre à disposition 400 volts, on opte depuis pas mal de temps déjà pour les transformateurs à 7 points. Regardons maintenant les connexions, donc les points de recharge même. L'article 33 de la directive impose aux États membres de prévoir dans un cadre réglementaire pour que le raccordement des points de recharge publics et privés puisse être encouragé, et cela en travaillant avec des entreprises qui gèrent et exploitent ces points de recharge. En ce qui concerne le rôle
des gestionnaires de réseau, c'est en fait le législateur qui a le dernier mot. La directive impose également un certain nombre de conditions, sans empêcher pour autant l'attribution d'un rôle. Donc, en ce qui concerne les points de recharge, il faut prévoir la recharge intelligente, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir contrôler le flux énergétique en temps réel, et cela sur la base des informations et par le biais d'un système de communication électronique. Comment cela sera fait dans la pratique sera à voir avec les systèmes, les gestionnaires de systèmes et les différentes parties du marché. Les régulateurs ont également prévu la supervision à plus long terme en ce qui concerne ces raccordements. Et il y a également des règles dans les règlements techniques. Et il y a également une compétence tarifaire pour les régulateurs qui peuvent prendre des décisions en ce qui concerne les tarifs spécifiques en cas d'adaptation pour le raccordement, par exemple. Et je peux vous donner un exemple. À partir du 1er janvier 2020, les usagers du réseau dans la région flamande peuvent demander une modification de la tension et cela pour un prix approuvé par les autorités. Regardons maintenant le rôle et les responsabilités des usagers du réseau. Pour avoir une bonne utilisation et exploitation du réseau, il peut être utile d'avoir des prescriptions spécifiques pour certaines installations. Donc, quand on parle de la tension, il est vrai qu'il faut déjà prévoir le passage de 3 fois 230 à 3 fois 400. Pour l'instant, il n'y a pas encore de prescription spécifique pour les points de recharge. Depuis le début de cette année, il y a des pourparlers entre les régulateurs et Synergrid et nous souhaitons donc également faire appel à Synergrid pour continuer ce travail. Et ensuite, il faudra également l'approbation des régulateurs avant que ces prescriptions ne puissent entrer en vigueur. En ce qui concerne les utilisateurs du réseau en basse tension, les tarifs périodiques ont toujours été basés sur la quantité de kilowattheures achetés. Dans le contexte de la transition énergétique, il peut être conseillé de revoir ces tarifications pour également fournir des orientations plus solides pour maîtriser les coûts de construction du réseau. Et cela peut se faire, par exemple, en facturant une partie des coûts du réseau en fonction de la capacité nécessaire ou utilisée. Les utilisateurs du réseau pourraient alors être incités à répartir leur consommation. Il est également possible d'introduire des tarifs en fonction du temps d'utilisation pour éviter de surcharger le réseau aux heures de pointe. Ensuite, en ce qui concerne la flexibilité, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, les États membres doivent établir un cadre réglementaire qui autorise et encourage les gestionnaires de réseau à acheter des services de flexibilité. C'est-à-dire qu'il faut donc également réfléchir à comment valoriser cette flexibilité. Et en fonction de la réglementation, on pourrait avoir une flexibilité technique qui peut être éventuellement obligatoire. Et la flexibilité commerciale. La réponse à la demande jouera un rôle essentiel pour permettre la recharge intelligente de véhicules électriques, ce qui permettra également leur intégration dans le réseau électrique. Et là, je n'ai même pas encore parlé des opportunités Vehicle to Grid. Ensuite, en ce qui concerne les modèles de marché et l'échange des informations, dans aucune des 3 régions, une autorisation de fourniture est requise pour la fourniture ultérieure d'électricité via une borne de recharge, à condition que la fourniture soit couverte par un fournisseur autorisé. Donc, il est possible pour tous les clients d'avoir plusieurs contrats de fourniture si tout au moins les points de raccordement sont en place. Et spécifiquement pour la fourniture d'électricité par les points de recharge, des parties tierces développent des services qui peuvent être facilités par les gestionnaires de réseau par le biais de processus adaptés. Cela peut se faire par exemple par le biais de CMS. Pour conclure, il est clair, il me semble qu'il reste de nombreux défis à relever pour acheminer l'énergie nécessaire à la mobilité jusqu'à l'endroit où se trouve le consommateur.
Et cela aussi bien par rapport à l'infrastructure, par rapport à l'échange des informations et par rapport à la tarification du réseau. Donc, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, aussi bien pour les régulateurs que pour les gestionnaires de réseau. Monsieur Van Kranenbroek, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais maintenant m'adresser au secteur même, aux gestionnaires de réseau, parce que j'ai bien sûr préparé quelques questions pour vous. Je les ai préparées et ensuite vous aurez également la possibilité de poser des questions. Donc Franck, je voudrais commencer par vous. La mobilité, c'est un des piliers de notre stratégie pour pouvoir réaliser les objectifs climatiques. Nous savons que l'électrification deviendra un fait, qu'il y aura plus de voitures et qu'il y aura donc également un besoin accru d'électricité. Comment est-ce que nous pourrons nous préparer? Quels sont les scénarios qui ont été étudiés? Quel est l'avenir que vous préparez? Moi, je crois qu'il est clair que la mobilité a un avenir électrique. Chez Fluvius, nous pensons qu'il y aura environ 1 million de véhicules en 2030. Aujourd'hui, il y en a environ 110 000, 120 000, donc il y aura une croissance énorme. 1 million de véhicules, cela veut dire que les réseaux peuvent encore soutenir ce parc d'automobiles. Cela veut dire qu'il ne faut pas de grands investissements, mais il faut également utiliser de façon intelligente cette capacité. Tout d'abord, nous devons déjà continuer à investir parce que cela ne s'arrêterait pas en 2030. On a déjà parlé des plans d'investissement et nous allons les réaliser. Et en même temps, nous allons également faire des efforts pour que le comportement de recharge du consommateur deviennent intelligentes pour que cela se fasse de façon répartie dans le temps et dans l'espace pour que nous puissions encore satisfaire à la demande, à l'avenir également. Un avenir dans lequel on va surtout produire de l'électricité la journée et où on va surtout recharger le soir. Scénarios ont été regardés par Fluvius, mais aussi par les autres gestionnaires de distribution et aussi par Synergrid. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si les scénarios envisagés, ce dont M. Donnet a parlé, si ça correspond à ce que nous avons regardé dans notre étude? Oui, tout à fait. Les scénarios dont nous venons de parler, dont M. Donnet nous a clairement exposé les grandes lignes, sont évidemment les pierres angulaires de nos simulations. La touche que les GRD et les gestionnaires de réseau ajoutent à ces données, c'est l'impact sur le réseau. C'est estimer, faire des simulations pour voir si les comportements des clients, comment ces comportements peuvent influencer la nécessité ou pas de faire des rechargements. On vient d'ailleurs de l'évoquer. Donc, grosso modo, on a pu faire pour l'ensemble du pays quelques simulations et on peut considérer que, moyennant un investissement raisonnable, on arrive facilement à accepter jusqu'à 1,5 million de véhicules. Et si, comme on l'a dit, on arrive à réduire le moment où tout le monde se charge et à étaler le moment de rechargement des véhicules électriques, on peut plus facilement accueillir jusqu'à 4,5 millions de véhicules. Donc, le comportement des gens est important. Et donc, grâce à ces scénarios, grâce à ces simulations que nous faisons, ben, ça nous permet d'apporter de la matière vers les régulateurs, vers les autorités, de manière à ce qu'ils puissent décider en connaissance de cause. Merci David. Frank, laten we even verder gaan op dat laadgedrag. Franck, revenons maintenant sur ce comportement de recharge. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que les consommateurs ne doivent pas trop s'adapter? Non, on doit tout simplement faire en sorte à ce que cela devienne facile. Et nous allons avoir par exemple des compteurs numériques, ce qui est l'outil idéal pour faire en sorte à ce que ce soit facile pour le consommateur qui pourra charger son véhicule au moment où il le veut. Et la recharge sera quand même répartie dans le temps. Nous avons fait quelques études et nous avons constaté que si nous investissons et nous ne changeons pas le comportement de recharge, et on compare cela avec un changement dans le comportement, il y aura une différence facteur 4.
Oui, et nous avons également besoin d'un équilibre dans les réseaux. Et comment est-ce qu'on pourra faire en sorte à ce que les consommateurs, avec une voiture électrique, aident les gestionnaires de réseau à garder cet équilibre? Quels sont peut-être les flux futurs ou les modèles de marché futurs? Je crois qu'il y a des avantages dans les deux. Aussi bien pour les gestionnaires de réseau, il y aura des avantages, mais également pour le client même. Nous avons tout d'abord donc la possibilité de répartir dans le temps et dans l'espace le pic de recharge pour que les réseaux ne soient pas surchargés, pour que nous puissions les utiliser de façon optimale. En même temps, les véhicules électriques ne constituent pas un problème, mais plutôt une partie de la solution, parce que c'est une batterie sur roue. Prioritairement, cette batterie sera utilisée pour faire fonctionner la voiture, mais la batterie pourra également être raccordée à la maison pour qu'il y ait la possibilité également de mettre l'énergie qui a été stockée pendant la journée sur le réseau de nouveau. Et si on le fait donc à des moments précis, on peut bien maîtriser les coûts. Si en plus le consommateur peut également utiliser sa batterie pour des applications dans sa maison ou pour revendre de l'électricité au réseau, et il pourra vraiment opérer de façon efficace. Merci, Franck. Évidemment, en tant que gestionnaire de réseau et Synerit, nous sommes très conscients de l'importance de la mobilité et nous avons mis en place une commission Low Emission Mobility que tu présides en Synerit. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, nous donner un aperçu des activités de notre commission? Bien sûr. Donc, j'ai déjà un petit peu répondu à cette question en évoquant ce que nous avons fait au niveau de l'impact des scénarios sur le réseau. Donc, c'est ce que nous faisons au sein de la commission. C'est quelque chose que nous coordonnons, en fait. Nous coordonnons l'ensemble des travaux qui se font autour de Synegrit sur la mobilité alors, électrique, mais la mobilité alternative de manière plus générale. C'est là où on échange nos informations, on échange nos scénarios, on échange nos idées aussi. C'est quand même important d'échanger les idées aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup d'électricité, mais on l'a déjà quand même évoqué. La commission a aussi un volet gazier, donc on parle de CNG, de bio-CNG, de bio-LNG. C'est aussi un des vecteurs potentiellement importants pour la transition énergétique. Et enfin, c'est aussi un point de contact avec les autres fédérations professionnelles qui nous permettent d'échanger. Donc, par exemple, on a eu de nombreux contacts avec la FEBIAC, pour ne citer que. Merci David. Frank, mobiliteit is een Franck, la mobilité est une matière régionale et vous avez déjà dit que les gestionnaires se bougent quand même beaucoup. Quelles sont les priorités des gestionnaires de réseau en Flandre? Bon, je crois que nous avons aujourd'hui 3 priorités en Flandre. Il y en a 2 qui sont vraiment concentrées sur la motivation du consommateur pour qu'il change son changement, notamment le compteur numérique par exemple. Dans un avenir proche, 80% des Flamands auront un compteur numérique et cela facilitera le changement du comportement des consommateurs. Ensuite, nous avons également les tarifs de capacité qui seront également introduits très bientôt. Et ensuite, nous avons également les bornes de recharge parce que quand on parle des véhicules électriques, la recharge, bien sûr, se fera surtout à domicile et au travail, mais on a également besoin de bornes rapides ou non sur le domaine public. Et la Flandre a un plan. Le ministre Peters souhaite également réaliser 30 000 bornes supplémentaires, 11 000 déjà l'année prochaine. Et nous, au sein de Fluvius, nous n'avons pas de responsabilité pour investir ou exploiter ces bornes, mais nous devons les raccorder. Et nous sommes donc également présents autour de la table lorsqu'on essaie de définir à quels endroits nous avons besoin de ces bornes. Nous allons regarder la possibilité pour mettre en place cette infrastructure. Voilà donc les 3 priorités que nous pouvons identifier maintenant. Nous avons les compteurs numériques, le tarif de capacité et les investissements en ce qui concerne les bornes de recharge.
avec un effort minimal. Fondamental pour développer la mobilité électrique. Les gestionnaires de réseau peuvent apporter un soutien à ce développement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors ce qui me paraît effectivement essentiel dans cette discussion, c'est que la Belgique est la Belgique, hein, donc on n'est pas la France ni l'Allemagne, on a la taille que nous avons. Et quand on s'adresse à des acteurs du terrain, comme par exemple les voitures, les sociétés de leasing, on doit avoir une approche fédérale, une approche la plus cohérente, la plus commune possible au niveau national. C'est pour ça que nous allons lancer, avant la fin de l'année, une consultation sur un document sur le raccordement des bornes électriques, de manière à cadrer cette activité et à cadrer la manière dont ces bornes doivent être raccordées sur le réseau, de manière à assurer aussi la sécurité du réseau et que les autres utilisateurs du réseau, les autres clients, ne soient pas perturbés par ces charges. C'est vraiment important de mettre l'accent sur l'aspect de la consultation, parce que déjà, donc, comme je l'ai dit, on va faire une consultation publique, hein, qui est prévue aux alentours du mois de novembre. Donc, nous avons entendu les régulateurs, je dirais presque par définition, mais on a aussi entendu le marché qui le réclamait. Et on a également fait des pré-consultations, c'est vraiment clé, pour pouvoir comprendre dans quel contexte, dans quelles circonstances, quelles sont les envies, quels sont les besoins des différents acteurs de terrain, de manière à ce que cette spécification technique y réponde au mieux, moyennant quand même les contraintes que peuvent être le réseau. Merci David. Frank, de Europese Commissie. Alors Franck, la Commission européenne a récemment donc publié son package Fit for 55. Et donc dans ce package, on voit qu'il y a un aspect très important, à savoir donc l'écologisation du transport. Donc qu'est-ce que on va faire en fait pour donc rendre le réseau plus vert? Donc, il s'agit là d'électrification de transport en public ou du transport de manière générale. Je pense qu'il faut faire une distinction entre le transport en commun, c'est-à-dire par exemple les bus, où on planifie effectivement une électrification à 100% à terme. Quel est notre rôle? Évidemment, les points de recharge qui sont nécessaires pour ces bus, il faudra aussi les raccorder au réseau et les mettre en place. Donc, nous avons signé un accord de coopération avec Delaine qui fait toute l'exploitation en Flandre pour que effectivement on puisse aussi faire accorder nos plans d'investissement. Donc on connaît les plans d'investissement de Delaine par rapport à l'électrification des bornes de recharge et nous avons nos propres plans d'investissement et nous les mettons les uns à côté des autres pour voir ce que l'on peut faire pour optimiser les synergies en termes d'investissement. Alors quand on regarde le transport de poids lourds, là, il y aura question d'une électrification partielle. Il s'agit surtout d'énergie ou de combustibles renouvelables, mais donc il y a surtout d'abord le rôle des stations d'essence. Et puis, à terme aussi, on va peut-être utiliser aussi des réseaux de distribution pour justement donc faire en sorte que l'hydrogène, par exemple, puisse également arriver sur place. Mais aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose qui est vraiment d'actualité. L'électrification du transport de marchandises est une piste, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que, par exemple, le CNG, bio-CNG, LNG peuvent jouer un rôle? Et peut-être même à l'avenir, l'hydrogène? C'est une excellente question et je te remercie de me la reposer. En fait, je pense qu'il n'y a pas une solution parce qu'il n'y a pas un problème, il y a des solutions parce qu'il y a des problèmes. Et donc, il y a de la place un petit peu pour toutes les solutions qui apportent une réduction des gaz à effet de serre. Et donc, clairement, le CNG, le bio-CNG, le LNG, le bio-LNG sont des réponses que l'on peut déjà apporter maintenant à court terme. C'est une technologie qui est assez mature. Il y a des véhicules qui peuvent rouler avec ça, des camions qui peuvent rouler avec ça, et qui peuvent déjà contribuer à une réduction de l'ordre de 25%, si on le compare par exemple à un camion qui roule au diesel. Donc c'est véritablement important d'avoir cette vision sur une multitude d'outils que l'on doit mettre en œuvre de manière intelligente, qu'on doit coordonner. Et pour reparler du gaz, aujourd'hui on parle du CNG, peut-être que demain on parlera de la méthanation, qui permet de reprendre le CO2 qui est capturé dans les industries, d'utiliser de l'hydrogène décarboné, de mélanger tout ça et de produire du méthane synthétique complètement décarboné pour le coup. Et puis ensuite, peut-être qu'effectivement, après 2030, par exemple, l'hydrogène pourra servir comme véritable vecteur énergétique.
Merci messieurs pour cet entretien très intéressant. Moi je retiens que le réseau belge peut recharger un grand nombre de véhicules électriques à condition que la recharge soit répartie dans le temps et dans l'espace et que les investissements de modernisation puissent se poursuivre. Les gestionnaires de réseau prennent leurs responsabilités et préparent activement la mobilité à basse émission, non seulement en permettant la mobilité électrique, mais aussi via le biais du gaz comme le GNL ou l'hydrogène à terme. Ik stel nu voor om de floor te openen tot de vraag. Je propose maintenant de donner l'occasion au public de poser des questions. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez nous adresser vos questions à tous les membres du panel d'ailleurs via donc la fonction du chat ou des questions que vous trouvez en bas de votre écran. Et en tant que modératrice, je vais adresser les différentes questions aux différents orateurs donc sollicités. Il y a une première question qui nous est arrivée. Je pense que Thierry, c'est une question pour toi. Le régulateur flamand donc a un tarif capacitaire donc en Flandre. Donc moi j'envisage d'acheter une voiture électrique. Comment et qu'est-ce que cela aura comme impact sur ma structure? Ma facture, pardon. Voilà, c'est une très bonne question. C'est une question pertinente qui nous est souvent posée. Donc pour toute clarté, il ne s'agit que de la partie des coûts pour le réseau, hein, donc pour la facture. Donc ce sont les coûts du réseau et dans le cadre des coûts des réseaux, ce sont uniquement les coûts qui sont uniquement liés à l'élaboration du réseau. Donc il ne s'agit pas de services publics et autres. Nous recevons très régulièrement cette question et nous étions attendus à cette question. Donc nous avons développé un simulateur que vous pouvez utiliser en fait via notre site web. Donc ce qui vous permet en fait pour votre propre situation spécifique, en fonction des appareils que vous avez, en fonction des engins que vous avez, hein, donc pompe à chaleur ou voiture électrique, quel sera donc vous pouvez voir vous-même quel sera l'impact sur votre consommation électrique. Donc ça c'est quelque chose qui va quand même pouvoir rassurer les gens. Donc à savoir que ça n'aura pas vraiment d'impact considérable sur la facture et de plus il y a des possibilités effectivement pour réduire le montant des factures en fonction donc ou avec un comportement approprié. Question pour le bureau du plan, Monsieur Donnet, c'est une pour vous. Vous parlez de laisser personne au bord du chemin. Comment envisagez-vous la situation des ménages à revenus faibles qui seront dans l'incapacité d'offrir une voiture électrique et dans l'interdiction de recourir à un véhicule diesel ou essence? Alors la réponse va être simple, enfin en tout cas de mon point de vue va être simple. Le bureau du plan ne fait pas de politique à cette matière-là. Nous développons des outils d'aide à la décision. C'est la base, ce sont ces projections-ci qui donnent le chemin si l'on poursuit les tendances actuelles ou en tout cas ce qui est connu. Ce qui permet alors de poser évidemment un certain nombre de questions, notamment par rapport aux ménages à plus faible revenu, la dispersion et autres, qui ont évidemment des problèmes spécifiques. Et alors, là, je suis désolé, mais je vais relancer la bataille sur l'auto politique. C'est à eux, à évidemment, trouver la solution à leur sein. On peut les aider, on peut les accompagner, mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Non, mais parce que c'est aussi une question qui va être différente de région à région, Oui, bien sûr. puisque dans chaque région, l'impact de la mobilité sur le budget des ménages est différent. Donc, Exactement, comme je l'ai dit dans l'introduction, mais aussi à Bruxelles, c'est une situation particulière avec une paupérisation de la région, une région jeune, donc avec d'autres moyens financiers, ou en tout cas d'autres problèmes financiers. Ce sont des questions que les régions vont devoir adresser très rapidement. merci. Frank, ik denk dat de volgende vraag. Franck, je pense que la prochaine question en est une pour toi. Alors, en misant énormément sur la génération actuelle des bornes de recharge, ne risquons-nous pas d'hypothéquer des bornes de recharge qui permettent également de remettre le courant sur le réseau, c'est-à-dire depuis le véhicule, retour vers le réseau. En d'autres termes, est-ce que les bornes sont adaptées à faire ça? Je pense que ça, c'est une évolution future. Je pense que les bornes de recharge de demain auront plus de possibilités que celles d'aujourd'hui. Et bon, je vous parle en tant que gestionnaire de réseau, nous ne choisissons pas, nous, les bornes de recharge, mais je pense qu'il est important de pouvoir accélérer les choses, donc d'avoir une infrastructure de base quelque part pour pouvoir permettre aux voitures électriques de rouler. Et après, quand il s'agit de remettre le courant sur le réseau, il faudra aussi regarder d'un œil très critique les solutions à domicile. Mais bon, évidemment, les gens qui n'ont pas la possibilité de recharger leur véhicule, qui habitent un appartement par exemple, ça, ce sont des gens évidemment qui vont recevoir une barre. Allez, pour ceux-là, il faudra effectivement donc installer une borne
de recharge supplémentaires, mais pour la majeure partie des bornes de recharge, ça n'aura pas de valeur ajoutée. De volgende vraag is weer voor David. Ik spreek vaak met vrienden die in grote steden wonen en die zich altijd afvragen, wat kan ik doen? Ik woon in een flat. Hoe kan ik dan überhaupt overwegen om een elektrische wagen te kopen met mijn appartement? Hoe krijg ik dat geregeld? Moet ik dan met mijn kabel door de venster naar beneden om mijn voertuig op te laden? Hè? Dus dat is een typische situatie die zich in Brussel wel aandient. Hè? Particulière région par région. Les habitudes sont particulières région par région, chacune des régions ayant des grandes villes, Anvers, Bruxelles, Charleroi, pour n'en citer que trois. Il faut effectivement distinguer les immeubles à appartements qui possèdent un espace de garage, pour lequel des solutions sont d'ailleurs prévues dans la prescription dont je parlais, qui sera mise en consultation. Et puis pour ceux qui n'ont pas de place de parking attribuée, il reste évidemment la possibilité, il devra avoir la possibilité d'avoir des moyens de se charger sur la voie publique, donc les bornes de chargement publiques. Alors pour Bruxelles, je suis un peu prudent sur les chiffres n'étant pas bruxellois moi-même, mais il y a aux environs de 400 bornes de chargement aujourd'hui. On parle d'en placer 500 d'ici 2022. Donc, de quoi pouvoir déjà avoir un premier maillage de la région, de manière à pouvoir offrir ce genre de solutions à ceux qui, effectivement, demain, vont vouloir entrer dans cette démarche de réduction des gaz à effet de serre et faire le pas vers le véhicule électrique. Merci. Thierry, eentje voor jou. Thierry, une question pour toi. Comment est-ce qu'une entreprise s'arrange avec la fiscalité lorsque le collaborateur décide de faire le rechargement à la maison? C'est une question très compliquée qui dépasse le niveau de la fiscalité. Il ne s'agit pas uniquement de la fiscalité, enfin, il s'agit de la fiscalité aussi, mais il faut aussi donc prévoir des règles pour que les collaborateurs puissent recharger leur véhicule correctement et ne pas abuser de quelque système que ce soit, hein, donc par exemple qui permettrait de repousser l'énergie sur le réseau. Donc il faut effectivement créer des processus pour le marché, pour l'organisation de tout cela. Et ça, c'est un des éléments qu'il faudra prendre en considération par rapport à ça. Franck, la question suivante est pour toi. Alors, est-ce que les calculs des gestionnaires de réseau pour la part des véhicules électriques en 2030 tiennent compte de l'électrification accélérée de la mobilité routière de par la proposition récente de la Commission européenne? Sinon, est-ce que le gestionnaire de réseau va revoir ses perspectives d'avenir et quel est l'impact auquel ils s'attendent pour les gestionnaires de réseau? Bon, je pense que nous tenons compte de ce que nous savons aujourd'hui. Hein. Donc, quand il y a certaines décisions politiques qui sont prises et qui accélèrent certaines choses, nous allons bien évidemment devoir adapter nos calculs en fonction de cela et nous allons peut-être devoir anticiper quelques plans d'investissement. Avec ce que nous savons aujourd'hui, nous avons un rythme qui nous permettra plus que probablement d'atteindre les objectifs. Mais personne n'a une boule de cristal, évidemment, hein, par rapport à la vitesse de l'évolution de tout ça. Personne ne sait dire à 100% exactement ce qui va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans. Et donc, il faudra à ce moment-là adapter les plans. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà en train d'investir en fait pour la période après 2030. Donc, on anticipe déjà en partie l'avenir. David, une question pour toi. Alors, will it be possible that groups of prosumers are quasi-autonomous and can they count on the distributors to provide peak and backup energy services? Alors, nous n'avons pas prévu de traduction vers l'anglais, donc je propose que tu répondes quand même en français. Sure. Donc la question c'est, comme tu as pu le voir, les communautés d'énergie renouvelable. Est-ce que les distributeurs veulent le faciliter ou non? Et est-ce que c'est possible pour de prévoir donc de manière quasi autonome, donc voilà, le backup et des services d'énergie? On s'éloigne un petit peu de la discussion autour de la mobilité, mais qu'importe. Nous avons, chacun des GRD, fait plusieurs pilotes, plusieurs réflexions sur les communautés d'énergie renouvelable. J'ai eu la chance personnellement d'être project manager sur une communauté d'énergie renouvelable dans le Tournésie. Donc oui, les GRD sont évidemment toujours prêts à aider et toujours prêts à soutenir l'innovation.
Mais à un moment donné, il faut un cadre. Et ce cadre, c'est le monde politique, c'est les régulateurs qui le fixent. Et donc, dès que ce cadre sera connu, dès que ce cadre sera fixé, bien entendu, nous mettrons tout en œuvre pour que, connaissant le cadre, on puisse résoudre l'ensemble proposer un ensemble de solutions à ces communautés qui ne manqueront pas de fleurir partout en Belgique. Merci. Une question suivante qui concerne plutôt l'hydrogène et quelqu'un qui doute sur le rôle de l'hydrogène. Au vu du très faible rendement de l'hydrogène comme carburant pour le transport, 25%, pensez-vous vraiment qu'il a un avenir dans le secteur du transport? Ne serait-il pas plus intéressant de l'utiliser pour décarboner l'industrie ou pour faire du chaud? Philippe, je ne sais pas si... Alors, je ne suis pas ingénieur, donc je ne vais que répéter ce que me disent les ingénieurs. C'est que il y a déjà une technologie qui est utilisable en matière d'hydrogène qui a été développée à l'université de Liège, en certains moteurs hydrogène. C'est surtout la disponibilité de l'énergie électrique renouvelable pour créer cet hydrogène vert qui sera nécessaire. Et là, il faudra le surplus en matière. Ça, c'est la vraie question, la disponibilité. Parce que on a des technologies, mais qui ne sont pas avec des roues de rendement. Co, par exemple, existe, c'est une sorte de batterie naturelle, mais qui a une déperdition de rendement qui était très élevée. Donc, mais il faut toujours passer par des phases un peu, je veux dire, où on dépense pour pouvoir trouver la solution miracle, enfin pas la solution miracle, mais en tout cas de pouvoir fine-tuner la technologie. Mais c'est comme je l'ai dit, ça n'est pas pour la solution pour 2030 l'hydrogène, c'est pour après. Donc on a encore le temps de développer la technologie. Merci. Vraagje voor Frank. Une question pour Franck et David. Le tarif capacité va encourager les consommateurs à répartir leur consommation dans le temps, mais on voit également que on risque de prendre ou d'utiliser plus d'électricité à des moments de pointe. Comment est-ce que ce problème pourrait éventuellement être résolu? Je vais peut-être commencer, si vous voulez. Moi, je pense que les deux sont complémentaires. Moi, je ne comprends pas très bien la question, je dois dire, parce que lorsqu'on a une production, par exemple par des panneaux solaires, on a également un bon moment pour recharger la voiture, parce que je pense que c'est la façon la moins chère pour le faire. Le tarif capacité va jouer surtout un rôle lorsqu'on consomme. On est donc encouragé pour avoir un pic qui est le plus bas possible. Ce qu'on consomme à l'intérieur de la maison, cela n'apparaît même pas, hein, c'est gratuit pour ainsi dire. Donc les deux sont parfaitement compatibles à mon avis. Et c'est pour cela que je n'arrive pas trop bien à comprendre la question. Je crois que le tarif va encourager un changement de comportement pour que la consommation se répartisse dans le temps, mais si vous pouvez surtout aussi utiliser l'électricité qui vient d'être consommée, vient d'être produite plutôt. Je prends correctement la question. L'un des aspects évidemment critiques, c'est l'accès à l'information, c'est de savoir à quel moment est-ce que le réseau est surchargé, à quel moment est-ce que le réseau va être congestionné, et de savoir aussi quelle est sa consommation à ce moment-là. Et c'est là que l'on a quelque part la chance d'avoir un déploiement progressif et massif en Flandre des compteurs intelligents qui permettent d'avoir un accès à cette information-là, en tout cas de sa consommation. Dans le cadre de l'Internet de l'énergie que nous supportons au niveau de Synegrid, il y a une réflexion à ce sujet qui est un projet qui s'appelle Congestion, où justement les GRD essayent de voir comment est-ce que l'on peut initier des signaux tarifaires. Alors c'est évidemment encore de l'innovation, mais c'est intéressant, je pense, de regarder ça comme ça. Comment est-ce que l'on peut initier des signaux tarifaires de manière à ce que le client puisse anticiper son comportement. Donc typiquement, l'idée, c'est on envoie la grille tarifaire qui est applicable pour le lendemain, et le client, en fonction de cette information-là, adapte son comportement et nous aide tous à éviter les grandes pointes et à pouvoir avoir, pour lui-même et également pour la collectivité, un impact le plus raisonnable possible par rapport au réseau. Nog een vraagje, Thierry. Encore une question, Thierry. Pour toi, en ce qui concerne le tarif capacité également, quelle est l'attention qui est utilisée pour cela?
Est-ce qu'il s'agit de l'attention réelle, contractuelle? Donc, une question d'expert. Oui, en ce qui concerne l'introduction de ce tarif, en fait, nous avons réfléchi longtemps et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été impliquées dans ce processus. Nous avons distillé plusieurs propositions et je voudrais maintenant me concentrer sur la proposition pour les clients basse tension, parce que là, il y a quand même des modifications. Également, pour la moyenne tension, il y a eu quelques modifications, mais nous avions déjà une tarification en fonction de la consommation et des pics de la consommation. Mais si je me concentre donc sur la partie basse tension, je peux vous dire que nous avons opté pour l'utilisation d'un pic moyen mensuel. Donc, nous avons un pic réel. Nous prenons donc à chaque fois le pic maximal tous les mois et nous allons en fait calculer cela également sur l'année et c'est ce qui va déterminer combien vous allez payer. Bon, je vois et qu'il y a encore d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe lorsque je veux mettre sur le marché l'électricité de mes panneaux solaires? Moi, je suis un particulier et je ne peux pas facturer. Moi, je peux donner une réponse et je crois que je vais dire la même chose que Thierry parce que cela existe en Flandre. C'est une possibilité depuis le 1er janvier de cette année. On peut en effet vendre cet excédent d'électricité au réseau. Je crois que la plupart d'entre eux ont une proposition, donc on peut le faire. On peut vendre à son propre fournisseur, mais on peut également vendre à un autre fournisseur. Donc on peut à chaque fois choisir celui qui est le plus intéressant, même lorsqu'on est particulier. Et nous, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, nous faisons en sorte à ce que les bonnes informations arrivent à bon port pour que le calcul et le paiement puissent se faire correctement. Nous avons également la possibilité d'avoir des contrats de pair en pair pour partager de l'électricité entre producteurs et consommateurs. Ce sont des possibilités qui seront introduites dans le moyen terme. En tant que particulier, quel type de borne me conseilles-tu d'installer? En fait, ça dépend extrêmement fort de votre rythme de vie, de votre famille, de votre travail, bref, de vous. Et il y a autant de solutions possibles qu'il y a pratiquement d'individus. Statistiquement parlant, on peut dire que rares sont ceux qui font plus de 100 km par jour, 50 km par trajet, ce qui correspond plus ou moins à 20 kWh de consommation électrique. Je parle sous le contrôle de M. Donnet. Et donc, avec une borne de chargement à 16 ampères, donc 3,6 kW, on arrive à recouvrer ces 100 km qu'on a consommés en 5 heures, 5 heures et demie. Si on a eu la chance de pouvoir se charger à la moitié, donc à faire que 50 km, en 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures maximum, on a de nouveau récupéré l'énergie que l'on a consommée. Donc, je pense que globalement, une borne de chargement de 3,6 kW permet de rencontrer un bon nombre de besoins. À titre personnel, j'ai moi-même un véhicule hybride plug-in et le 3,6 kW pour un véhicule hybride plug-in est tout à fait la solution idéale. Merci David. J'ai une toute dernière question avant de clôturer le webinaire. C'est à tous les quatre. Je vais vous demander de me donner en quelques mots, en quelques phrases, votre message, ce que vous voulez faire passer, wat jullie willen laten dat de kijker onthoudt. Qu'est-ce que vous voulez que les personnes retiennent de ce webinaire? Monsieur Donnet? Nous n'aurons pas le choix par rapport à la transition énergétique, il faut s'y lancer. Et ça fait trop longtemps que les autorités publiques sont atermoinées sur le mix énergétique. Est-ce que c'est du nucléaire et pas du nucléaire? Est-ce que c'est du renouvelable ou non du renouvelable? À un moment donné, il faut se lancer pour avoir une vraie vision, pour avoir un vrai cadre, pour que les investissements puissent avoir lieu. Parce que sans cela, sans cette stabilité, je veux dire, du cadre, il n'y aura pas véritablement d'investisseurs qui vont arriver. Et alors, nous serons devant des problèmes autres que ceux que nous connaissons pour l'instant. Meneer Van Kranenbroek. Ja, ik zou nog een andere bedenking. Monsieur Van Kranenbroek, oui, j'ai encore autre chose que je voudrais rajouter parce que nous pensons maintenant surtout à la transition énergétique et le fait qu'il y aura des coûts pour les investissements qui sont nécessaires, mais même pour des personnes qui n'auront pas de véhicules électriques, il y aura des avantages parce que les volumes qui vont être transportés par les réseaux vont
croître, ce qui veut dire que les prix unitaires seront plus bas. En d'autres termes, ce ne sera pas uniquement pour les personnes qui ont la possibilité d'avoir un véhicule électrique, ce sera également pour les autres. Ce que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, la première, c'est que, et je pense qu'on l'a tous dit, il y a plusieurs problèmes et plusieurs solutions à apporter. Et par rapport à l'ensemble des solutions qui sont apportées, il faut constater que les gestionnaires de réseau, de transport, de distribution sont bien souvent au cœur des solutions à apporter. Ce que j'ai également voulu insister aujourd'hui, c'est sur le fait qu'en Synegrit, on place vraiment la barre très haut en termes de consultation. On veut aller de plus en plus vers les acteurs de marché, vers les stakeholders, vers les régulateurs, de manière à ce que nos spécifications techniques, à ce que nos prescrits soient de plus en plus en ligne avec la réalité du marché. Et troisièmement, on l'a déjà dit plusieurs fois, on pense que dans le scénario que nous connaissons aujourd'hui, l'arrivée des véhicules électriques ne devrait pas poser de gros problèmes au niveau des réseaux de distribution. Last but not least, Frank, Ja, ik hoe denk wil dat we- jij concluderen? Ik denk dat we een zeer Et finalement, Franck, je pense que nous avons un grand challenge parce que nous avons cette transition énergétique avec l'électromobilité. Nous, en tant que gestionnaires de réseau, nous allons certainement jouer notre rôle, non seulement pour les investissements, mais également pour tout ce qui concerne l'information. Ça, c'est important également. Et le client changera aussi. Le client deviendra actif. Il sera actif en ce qui concerne sa consommation énergétique, mais nous allons faciliter les choses pour lui pour que le confort reste intact. Si nous pouvons faire les deux, les investissements et inciter les consommateurs à changer leur comportement, je pense que nous serons prêts pour l'avenir. À sa fin, et je vais malheureusement devoir clôturer ce débat qui est fort intéressant. En tout cas, la mobilité est un pilier de la réalisation de nos objectifs climatiques, mais aussi de lutte contre les particules fines. Et en tant que Synegrit, nous sommes persuadés que tant le développement des véhicules électriques que l'utilisation du bio-CNG, de l'LNG et à terme de l'hydrogène vont jouer un rôle important à cet égard. Et les réseaux sont véritablement clés dans cette nouvelle mobilité. Et comme vous avez pu l'entendre, les gestionnaires de réseau prennent leurs responsabilités et s'engagent dès aujourd'hui à mettre en place toutes les solutions nécessaires pour faire face aux défis de demain. Blijft mij nog enkel over om al mijn sprekers te bedanken. Monsieur... Il ne me reste qu'à remercier tous les intervenants, les messieurs Denet, Van Kranenbroek, Van Brabant et Van Gulik. Et notre prochain webinaire aura lieu en décembre. On va vous inviter, bien sûr, et on espère vous revoir à cette occasion. Merci beaucoup.